Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus du jour. Prodige des échecs neuroscientifiques, entrepreneur, Demi Assabi a définitivement eu plusieurs vies aujourd'hui. Il est de ceux qui façonnent l'avenir de l'IA. Son portrait dans un instant. Et puis quand elle est sur ce plateau, elle ne vient jamais sans une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus, bonjour. Bonjour. De quoi vous souhaitez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des IA qui donnent l'impression d'être conscientes. Ou comment se rapproche-t-on à grands pas des IA de compagnie qui donnent donc l'illusion de leur intériorité. Alors, on va parler des usages, on va parler des dangers aussi tout à l'heure. Eh bien, moi, hâte de découvrir tout ça. Et aussi, comment poser un cadre serein autour des écrans à la maison, quels effets concrets sur le développement de nos enfants et surtout, comment bien les accompagner sans culpabiliser. Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Dans notre dossier du jour, c'est avec notre invitée, que certains reconnaîtront peut-être puisqu'elle a été chroniqueuse ici, dans cette émission, Amélia Mattar, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Coloris, c'est une méthode pour apprendre à coder sans écran à partir de 3 ans et désormais vous êtes auteur du livre Les écrans, ça s'apprend. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. C'est l'un des nouveaux lauréats du prix Nobel de chimie 2024. Grand amateur d'échecs, mais également de jeux vidéo. Il est à l'origine de DeepMind. Demi Assabi compte aujourd'hui parmi les pères de l'intelligence artificielle. Il est notre rôle modèle du jour, signé Dylan Kohler. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Il est l'un des 3 prix Nobel de chimie 2024, focus aujourd'hui sur le Britannique Demis Hassabis. Né à Londres d'un père grec chypriote et d'une mère singapourienne, il est l'un des pionniers en matière d'intelligence artificielle. Passionné depuis tout jeune par le jeu d'échecs, il se distingue parmi les meilleurs joueurs mondiaux de sa catégorie à l'âge de 13 ans seulement. Dans son adolescence, il ira même jusqu'à remporter 5 fois le Pentamind, championnat reconnu mêlant divers jeux de société. Doté d'un fort intérêt pour les processus de pensée et l'imagination humaine, il suit des études de neurosciences à l'University College de Londres. Il commence sa carrière dans le jeu vidéo alors qu'il est encore étudiant, en travaillant pour le studio de production Bullfrog, avant de fonder son propre studio, Elixir. Il voit entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain des similitudes à explorer, et après son doctorat, il cofonde DeepMind. L'entreprise, spécialisée dans l'utilisation de l'IA, est rachetée par Google en 2016. La même année, DeepMind fait alors sensation quand son programme AlphaZero vient à bout du champion du monde du jeu de Go. Depuis quelques années maintenant, c'est le domaine de la chimie sur lequel se concentre Demis Hassabis. Épaulé par son collègue John Jumper, également lauréat, leur programme d'IA, dit AlphaFold, a permis de prédire virtuellement toutes les structures possibles des protéines. Une avancée majeure qui se voit récompensée début octobre 2024. Récompense qui ne pourra que le motiver davantage dans la poursuite de ses recherches, lui pour qui l'IA se veut déjà être la technologie la plus bénéfique à l'humanité. C'est peut-être l'un des livres que l'on attendait tous, un petit manuel pour nous guider vers une utilisation saine et maîtrisée des écrans. Un ouvrage pour apprendre ce que personne ne nous a jamais vraiment appris finalement, car nous sommes nombreux, pour ne pas dire majoritaires, à avoir grandi en tâtonnant sans mode d'emploi quand il s'agit du numérique. Résultat, des heures à scroller, des données personnelles en libre circulation et aujourd'hui une vraie peur du tout écran, surtout quand il s'agit de nos enfants. Mais les écrans ne sont pas une fatalité, loin s'en faut. Démonstration dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en Skype aujourd'hui, je le disais, Amélia Mattar, vous êtes cofondatrice de Coloris, auteure de Les écrans, ça s'apprend, fraîchement paru aux éditions Vuibert. Et vous êtes aussi, parmi vos multiples casquettes, directrice parentalité d'Internet sans crainte. Alors, merci Amélia déjà d'être avec nous. Je vous propose de commencer cette interview en toute intimité par un petit moment de confession. Comment ça se passe pour vous, les écrans aujourd'hui, autant en tant que maman qu'en tant que femme ?
Alors, peut-être déjà en tant que effectivement individu, moi personnellement, je suis comme tout le monde, je suis hyper connectée, hyper sollicitée et je dois nécessairement mettre en place un certain nombre de règles, un cadre pour que mes pratiques soient les plus épanouissantes possibles et puis les plus conscientes aussi, que de manière à ce que je sois pas un pantin des algorithmes et que je sois pas happée par mon téléphone, mais que je puisse en avoir une utilisation beaucoup plus éclairée. Après, en tant que maman, j'essaye justement de transmettre aussi à mes enfants cette vision avec un esprit critique sur ces outils, leur permettre de prendre du recul, de comprendre qu'effectivement, ils sont parfois eux aussi complètement happés par les notifications et qu'ils doivent absolument mettre des limites, mettre un cadre de manière à pouvoir s'épanouir dans cet environnement ultra connecté. Alors, je le disais en introduction, le nœud du problème, finalement, c'est que le numérique s'est imposé à nous sans mode d'emploi. Alors, selon vous, pourquoi a-t-on tant tardé à poser un cadre clair autour des écrans, notamment pour les enfants ? Finalement, on n'a pas tant tardé que ça parce que cette évolution sociétale a été vraiment fulgurante. C'est allé très très vite. D'une génération à l'autre, on a des individus qui tout à coup sont équipés, sont connectés en permanence, avec aussi une fulgurance technologique qui a accompagné ces évolutions sociétales, puisque moi je suis née à une époque où Internet était vraiment assez balbutiement et pour se connecter, c'était toute une histoire. Fallait vraiment être patient. Et en quelques années, on est passé à une époque de l'infobésité, de la connexion permanente et facile. Donc, c'est un peu normal qu'en tant que société, on ait mis du temps à pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne et comment accompagner au mieux nos enfants. Mais maintenant, on le sait, on connaît les effets, on connaît les impacts. Il est temps, effectivement, dorénavant, d'agir, d'encadrer, d'accompagner, de sensibiliser, d'éduquer les parents, les enfants pour que tout ça se fasse de façon beaucoup plus sereine. Bon, tout cet accompagnement, bien sûr, on va en parler tout au long de l'émission. Je voulais revenir sur un chiffre qui apparaît dès le début de votre ouvrage et qui m'a particulièrement interpellée. À 10 ans, un enfant passe en moyenne 2h36 devant un écran. Ça fait 20 heures par semaine, 80 par mois, 1000 heures par an. Ça semble énorme, dit comme ça. Et pourtant, vous, ce qui vous alerte, ça n'est pas tant la quantité d'heures passées sur les écrans que la qualité de ce qui est consommé durant celle-ci. C'est à ça, finalement, qu'il faut être attentif en tant que parent ? Il y a plein de paramètres, effectivement, auxquels il faut être attentif. Et l'un d'eux, en effet, c'est le contenu. Parce que très clairement, c'est vrai que 1000 heures par an, c'est énorme. Et comme je le dis dans le livre, si nos enfants passaient 1000 heures par an à s'entraîner sur un instrument de musique ou sur un sport, on aurait effectivement toute une équipe de prodiges musicaux ou sportifs. Mais aujourd'hui, nos enfants passent tout ce temps majoritairement sur du contenu récréatif, de loisirs, conçu pour que ils le consomment sans véritablement s'en rendre compte. Et donc, ils sont dans une posture très passive, sans véritablement de bénéfices cognitifs ou d'apprentissage liés à ces contenus-là. Donc oui, en tant que parent, l'idée, c'est effectivement d'orienter nos enfants vers les contenus qui sont les plus intéressants, parce que quand on est derrière un écran, on peut aussi être en train de jouer aux échecs, de consulter des tutoriels pour apprendre tout un tas de compétences, on peut être aussi en train de communiquer avec ses pairs, avec sa famille. Donc on voit bien que l'écran en tant que tel ne signifie pas grand-chose. Ce qui importe véritablement, c'est ce que l'enfant, l'individu, va pouvoir en faire. Et justement, puisqu'on parle des parents, vous abordez aussi un autre point qui m'a fait réfléchir cette fois-ci en tant qu'adulte. Vous soulignez que les enfants ne sont pas les seuls, effectivement, à avoir un usage problématique des écrans. Vous parlez pour ce phénomène de technoférence, ce moment où l'attention justement des parents est captée par leur téléphone, même en présence de leurs enfants. En quoi ce phénomène est-il particulièrement problématique ?
C'est problématique parce que dans les fondamentaux du développement de l'enfant, il y a vraiment ce besoin de connexion à l'autre. L'enfant grandit et s'épanouit pleinement dans les interactions, dans le fait d'être regardé, d'être apprécié, d'être aimé, d'être reconnu, dans le bain langagier aussi qui va lui être offert. On sait aujourd'hui, voilà, d'un point de vue scientifique, il y a un consensus très clair sur le fait que l'enfant a besoin qu'on lui parle, a besoin d'entendre beaucoup de vocabulaire, d'avoir beaucoup d'échanges avec voilà, son environnement, avec ses pairs, avec sa figure d'attachement principale aussi, que sont ses parents. La technologie va venir interférer sur tous ces aspects. Et effectivement, on peut se retrouver dans des situations un peu extrêmes où le parent, plutôt que d'être dans effectivement une attention pleine et totale vis-à-vis de son enfant, va être complètement perturbé par les notifications, va être happé par l'outil technologique au détriment de cette relation. Alors si c'est de manière épisodique, ponctuelle, évidemment ça n'a aucun effet, mais si c'est en permanence et si effectivement l'enfant se retrouve complètement dénué d'interaction sociale du fait de la présence de la technologie dans la famille, ça peut avoir de vraies conséquences sur son développement. Et justement, pour réguler un petit peu, vous proposez l'idée d'un Nutri-Score numérique. C'est très parlant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le Nutri-Score des contenus numériques, c'est vraiment un projet qui est complètement embryonnaire à ce stade, qui est mené avec Maëlle Chassard, qui est la cofondatrice de l'Uni, que vous devez probablement connaître, cette fabrique à histoire, cette petite boîte qui nous sauve aussi en tant que parents, parce qu'elle permet d'occuper les enfants en dehors des écrans de manière vraiment très bien faite. Et donc avec Maëlle, on s'est dit qu'il manquait très clairement dans le paysage des propositions éducatives un outil qui permette aux parents de se dire quel contenu numérique concrètement est plus valable qu'un autre pour mon enfant. Voilà, l'idée c'est véritablement comme le Nutri-Score alimentaire de pouvoir en tant que parent se dire ce contenu c'est A, donc mon enfant peut y aller. Alors évidemment ce sera pas sans limite parce que il faut évidemment des limites et il faut que l'enfant fasse d'autres choses que d'être derrière un écran, ça c'est évident, mais malgré tout on sait qu'il y a de grandes différences entre les types de contenus proposés par les enfants, des grandes différences de qualité. Et nous, on a envie de proposer aux parents un repère qui leur permette effectivement d'apprécier la qualité de tel ou tel contenu destiné aux enfants. Et justement, vous consacrez un chapitre entier à ce qu'on appelle l'économie de l'attention, parce qu'on ne veut pas culpabiliser non plus les parents qui sont devant leur téléviseur aujourd'hui. Finalement, ce sont les applications aussi qui sont construites justement pour pouvoir attirer notre attention, puisque dans ce système d'économie de l'attention, chaque seconde passée sur un écran est monétisée. Plus on reste, plus on scrolle, plus ça rapporte, bien évidemment, pas à nous, mais aux entreprises. Alors, puisque tout est pensé, que ça soit dans le design ou dans les algorithmes, pour nous rendre un petit peu addicts, est-ce qu'on peut encore parler de libre arbitre à ce stade ? Dès lors qu'effectivement on prend conscience de ces mécaniques, on prend conscience des différentes techniques de design qui sont utilisées, et je pense que c'est hyper important que collectivement, en tant que société, on s'éduque à tout ça. On arrive, quand on se connecte sur une application, sur un site internet, qu'on puisse identifier effectivement les mécaniques sous-jacentes qui sont mises en place, qui sont développées pour qu'on reste connecté le plus longtemps possible. Et moi, j'ai vraiment effectivement la conviction que le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre à destination des parents, parce que sans avoir conscience de tout ça, oui, on est complètement prisonnier et complètement pris dans les pièges, et on a du mal à diminuer son temps d'écran, à avoir un temps d'écran beaucoup plus conscient, à choisir des contenus qui sont beaucoup plus sélectionnés avec soin. Donc non, je pense qu'on peut lutter contre effectivement l'économie de l'attention. Autrement, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Mais c'est pas facile, très clairement. Ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup de volonté politique, de campagne de sensibilisation, effectivement de publications comme la mienne, mais il en faut d'autres. Il faut aussi que les médias en parlent. Il faut que collectivement, encore une fois, il y ait une grande éducation à ces sujets pour qu'on puisse reprendre la main et retrouver notre libre arbitre. Bon, alors c'est sur cet appel qu'on va prendre une petite pause. Il est déjà temps de mettre un terme à notre discussion avant de la reprendre, bien évidemment. Et pour ce faire, je vous propose de faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est le Zap de Dylan Kohler.
voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Amélia Mattard, cofondatrice de Coloris et auteure de Les écrans, ça s'apprend, également directrice parentalité d'Internet sans crainte, avec qui, si vous étiez là en première partie d'émission, nous avons abordé le vide éducatif autour du numérique, la vulnérabilité éventuellement des plus jeunes, mais aussi les usages passifs des écrans. Restez avec nous, car dans un instant, on parle de solutions concrètes pour mieux accompagner nos enfants face aux écrans. C'est juste après la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous nous parlez des IA qui donnent presque l'impression d'être conscientes, des chatbots d'hier aux IA de demain. La technologie imite de mieux en mieux l'être humain. Alors, quels avantages, mais surtout, quel risque? C'est la question que vous nous posez aujourd'hui. Exactement. En août 2025, le cofondateur de DeepMind, aujourd'hui responsable de l'IA chez Microsoft, Mustafa Suleyman, publiait un article aux airs de sonnette d'alarme. Son titre, « L'IA doit être faite pour les humains et non pour devenir humaine ». Et ce, justement parce qu'il prévoit qu'à l'horizon de 2 ou 3 années seulement, apparaîtront des IA qui donneront l'illusion parfaite d'être dotées de conscience. Attention, le terme de conscience est ici crucial, évidemment. Il implique une apparente empathie, il implique des traits de personnalité distincts, mais aussi une mémoire de ses interlocuteurs. Bref, pour un passage d'une intelligence artificielle à une conscience artificielle. Des caractéristiques qui, il faut le dire, sont déjà en partie présentes dans les IA telles que ChatGPT. Absolument, qui font suite en fait à une évolution naturelle de la recherche en robotique, en interaction homme-machine ou en traitement de langage. En fait, on arrive à un point d'accomplissement de plein de progrès récents qui mêlent, par exemple, des avatars réalistes comme Sophia, qui a eu la nationalité saoudienne, des robots qui ont fait beaucoup rire pendant les JO du robot à Pékin. On voit ici un qui boxe, jusqu'à l'assistante que Gemini a inauguré cet été, une IA multimodale qui, je cite, est désormais capable de comprendre le monde qui nous entoure et de nous aider de ce côté-là. Côté voix, c'est tout aussi bluffant. Depuis le début de l'année, Microsoft et ChatGPT ont boosté leur synthèse vocale. On peut écouter le texte qu'un internaute a donné à dire à ChatGPT. Le bonjour gentilhomme, j'ai grand plaisir à vous recevoir en mon château. Ha ha ha, nous festoirons et ferons bonne ripaille ce tantôt. Ok, donc il y a des intonations, il y a du rire, il y a l'appétence évidemment médiévale des geeks, toujours aussi présente. Bref, c'est bien la frontière entre outils et présence qui est en train d'être brouillée. Mais j'ai quand même l'impression que la question de la conscience se situe à un autre stade de l'IA. Alors il s'agit pourtant de pousser juste un petit peu les curseurs plus loin pour berner complètement l'utilisateur. Mais pour autant, aussi abouti que soit l'intelligence du silicium, ça n'arrive pas, même pas aux chevilles de la complexité d'un moindre de nos neurones. Mais en revanche, un autre champ de recherche s'invite dans le débat. Il s'agit de la biologie synthétique. En fait, on cultive déjà aujourd'hui dans des boîtes de pétri, ces petites boîtes de culture, des organoïdes cérébraux, difficile à dire, mais en fait, ce sont des amas de cellules nerveuses qui sont capables de s'interconnecter et de produire une activité électrique. Alors là, ici, la question centrale de la souffrance, qui est encore aujourd'hui un marqueur de la différence entre l'homme et la machine, pourrait finir par se poser. Et justement, en parlant de souffrance, j'aimerais qu'on s'arrête sur celle des humains. Comment est-ce que nous réagissons au contact des IA pseudo-conscientes? Alors ça brouille les frontières encore entre code et empathie. Et les usages le montrent. Selon le Harvard Business Review, la première utilisation des IA, c'est pas la recherche, c'est pas la productivité, c'est pas l'apprentissage, c'est bien l'accompagnement émotionnel et thérapeutique. Si bien que cela comporte des risques. Alors il y a Microsoft Copilot, qui par exemple a dû publier une mise en garde sur son site, est apparu en effet ce qu'on appelle aujourd'hui la psychose de l'IA. Qu'est-ce que c'est? C'est une psychose liée à l'usage des intelligences artificielles et certains États réagissent, notamment aux États-Unis. L'Illinois a interdit l'utilisation thérapeutique de l'IA après qu'un adolescent de Floride se soit suicidé parce qu'il était encouragé par un avatar qu'il avait créé inspiré de Game of Thrones. Il en était tombé amoureux et l'IA lui avait demandé de le rejoindre dans l'au-delà. Et il s'est suicidé, le garçon. Bref,
on est donc sur une nouvelle du New York Post qui fait un peu froid dans le dos. Alors que fait-on? Est-ce qu'on peut interdire ou est-ce qu'il faut plutôt interdire ou accompagner ces usages? Alors je pense que la question, en réalité, qu'il faut se poser, c'est quelle position veut-on que l'IA occupe dans nos vies? Certains chercheurs posent la question. Imaginez des gens qui tombent amoureux d'une IA qu'ils auraient créée. Est-ce qu'on peut les débrancher tout simplement sans les avertir? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on doit donner des droits aux IA? Ce sont des questions que se posent les chercheurs aujourd'hui. Et il faut quand même savoir que ces attachements aux IA susceptibles d'exacerber les vulnérabilités et de renforcer les dépendances agissent d'autant plus sur des sujets qui sont déjà fragiles psychologiquement. Donc là, évidemment, il faut agir, il faut accompagner, faire un travail de prévention et donc d'accompagnement encadré cette fois-ci. Mais alors, d'autres, comme Suleiman, eux, ils renversent un peu la perspective. Ils disent, c'est pas un droit qu'il faut donner aux IA, c'est un droit pour les humains à préserver leur relation avec elles. Donc c'est un peu une pirouette ou une subtilité, en tout cas la frontière est fine. Ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, eh bien, ce débat va s'imposer comme l'un des plus controversés, mais aussi l'un des plus cruciaux de notre génération. Eh bien, j'espère que vous en serez encore parmi nous pour pouvoir parler de ces débats cruciaux. Exactement. Extrêmement cruciaux. Bon, merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Vous restez encore quelques minutes avec nous, en plateau. Absolument. On lance la seconde partie du talk. Oui. C'est tout de suite. On n'a pas abordé ce sujet non plus, Amélia, et pourtant il est d'actualité, je dirais même qu'il est essentiel. L'intelligence artificielle, c'est le nouveau défi auquel les plus jeunes sont confrontés. Alors comment fait-on concrètement pour les aider, ces plus jeunes, à grandir dans un monde où ils ne sauront pas toujours ce qui a été pensé par un humain, de ce qui a été généré par une machine ? Là encore, quitte à paraître répétitive, et je m'en excuse, mais je crois que vraiment, il s'agit d'un enjeu d'éducation majeur. On a besoin effectivement, mais pas que nos enfants, hein, nous aussi, parce que ça allait très très vite. Et voilà, la chronique de Jeanne le disait avec beaucoup de justesse. Hein, tout ça s'accélère à vitesse grand V. On a besoin effectivement de comprendre comment décrypter un contenu, une information, comment s'assurer qu'elle est générée par un être humain ou pas, comment s'assurer de sa véracité. Et là-dessus, je crois que c'est vraiment des compétences qui n'ont presque rien à voir avec le numérique qu'il faut donner à nos enfants. Ce sont des compétences qu'on appelle psychosociales et parmi lesquelles ce qu'on appelle l'esprit critique, c'est-à-dire véritablement prendre le temps face à un nouveau contenu qui nous est proposé, d'interroger la source, d'interroger l'intention du créateur, d'interroger effectivement le pourquoi de ce contenu qui est face à moi. Et ça demande effectivement de prendre du temps, de faire un pas de côté, de ne pas être dans une consommation spontanée, excessive, rapide des contenus. Voilà, on repartage sans se poser de questions. Non, justement, là, vraiment, l'enjeu, c'est de se poser des questions. Vraiment, la compétence, je crois que c'est celle-ci, la capacité à se poser des questions. Dans la première partie de l'émission, nous nous sommes vraiment concentrés, j'ai envie de dire, plus sur les problématiques autour des écrans jusqu'à présent. Mais votre ouvrage, il est loin d'être technophobe. On le voit dans votre discours jusqu'à présent. Vous encouragez les parents et les enfants à utiliser les écrans, mais intelligemment. Et justement, vous dites aussi que tout commence en dehors de l'écran. Vous appelez notamment à une coordination entre les parents et même les adultes qui entourent les enfants plus généralement. Pourquoi cette cohérence éducative, elle est essentielle dans l'accompagnement numérique ? Alors, il me semble effectivement que cette question des écrans, qui fait beaucoup parler d'elle, elle est assez symptomatique de difficultés plus larges qu'on a en tant que parents dans cette société, où finalement on est un peu laissé tout seul dans ses prérogatives, dans ce rôle parental qu'on a à mener. Et je crois que c'est assez contre nature finalement. Quand on regarde l'histoire de l'être humain, jamais l'être humain s'est retrouvé tout seul à élever ses enfants. On est toujours toute une communauté à prendre en charge les plus jeunes. Et effectivement, en introduction de la partie sur comment agir concrètement, j'appelle la société à
accompagner davantage les parents. Donc, certes, d'un point de vue politique, en mettant en place voilà, un certain nombre de services, de politiques, de dispositifs pour les parents, mais aussi plus largement, chacun, voilà, de prendre le temps de se rendre compte que être parent, c'est compliqué, et quand on peut aider son voisin, voilà, ou des personnes qu'on connaît qui sont autour de nous, qui sont parents, ne pas hésiter, parce que véritablement, cette question des écrans, elle soulève finalement la question de la difficulté parentale. Être parent, c'est difficile, et c'est une mission qu'on ne peut pas mener seul finalement. Il faut véritablement voilà, tout un village pour éduquer un enfant. C'est un proverbe africain qui est bien connu, mais qui est extrêmement juste. Et vous avez parler de quelque chose qui est essentiel aussi, c'est bien évidemment le rôle politique pour pouvoir justement réguler tous ces écrans. Gabriel Attal a pris la parole récemment, l'ancien Premier ministre, suite au décès du streamer Jean Portmanov, son décès en direct. Il a dit sur X, à force de formats courts, nos jeunes deviennent des toxicomanes des réseaux sociaux, addicts aux images et aux actes toujours plus violents. Alors, les mots choisis sont extrêmement forts, et justement, l'une des mesures qu'il souhaiterait voir mise en place, ça serait une interdiction stricte des réseaux sociaux avant moins de 15 ans. Est-ce que c'est une mesure réaliste et souhaitable pour vous ? Alors, vaste question. Très clairement, je pense que on ne peut pas, en tous les cas, laisser des enfants aussi jeunes qu'on le constate aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a voilà, des 8-10 ans qui sont en très grand nombre inscrits sur TikTok, sur Instagram. Ce ne sont pas des plateformes qui sont du tout adaptées à ces âges. Et forcément, l'utilisation de ces plateformes requiert un usage progressif. On ne peut pas du jour au lendemain être complètement seul et noyé complètement dans ces contenus qui sont divers et variés et parfois très très problématiques. Donc je ne sais pas si c'est opportun et réaliste d'interdire les réseaux sociaux à 15 ans, mais en tous les cas, il faut se poser la question de l'âge, il faut se poser la question de la maturité numérique. On ne peut pas voilà, prendre une voiture sans permis. Et ben, il y a un certain nombre de contenus sur Internet, effectivement, qu'on ne peut pas consulter sans avoir une préparation préalable, sans avoir une éducation préalable. Donc oui, cette question, elle est majeure, il faut la poser. La réponse, à mon avis, est loin d'être évidente en revanche. Bon, alors malheureusement, j'aurais eu encore des dizaines de questions à vous poser, tant votre ouvrage est complet. Il est temps de refermer cette émission, malheureusement. Je le rappelle, Amélia, vous êtes donc cofondatrice de Coloris, auteure de Les écrans, ça s'apprend, un véritable guide avec des interviews d'experts, des témoignages et surtout de petites fiches pratiques bien utiles pour mettre en place les bons gestes. Vous êtes aussi directrice parentalité d'Internet sans crainte. Merci d'avoir été avec nous en Skype aujourd'hui. Merci aussi à Jeanne pour ses chroniques toujours aussi passionnantes. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.